Donc on va recommencer cette deuxième session avec François Lachapelle, donc, qui est président du CERCOR et également chef du bureau d'expérimentation animale à l'INSERM. Je vais vous parler de quels animaux sont éligibles pour l'éducation animale. Peut-être à la retraite, peut-être que finalement il s'agirait de la retraite de ces animaux de laboratoire, pourquoi pas, c'est une manière aussi de le gérer. D'abord, je vous remercie effectivement de m'avoir invité et avant de commencer, je rappellerai effectivement tout l'intérêt et le plaisir que nous avons à travailler avec les gens du GRAD, avec qui on a appris beaucoup à se connaître et à discuter ensemble, parce qu'au départ, évidemment, c'était un petit peu compliqué, on ne parlait pas vraiment les mêmes langages. La qualité du travail qui est mené, moi j'étais impressionné par la présentation précédente, de voir la rigueur qui a été de la mise en œuvre de ce travail de réhabilitation donc des animaux qui vous sont confiés, et j'espère bien effectivement que c'est quelque chose qui va se développer, et je suis convaincu que tout ça, c'est un peu ce qui sera ma conclusion, tout ça doit passer par les systèmes associatifs, surtout pas des systèmes institutionnels, et tout ça doit être encadré par des guides de bonnes pratiques et surtout pas par les réglementations, parce qu'on est dans le domaine du vivant, de la connaissance, et vous évoquiez la directive 86-609, et ben je peux vous dire qu'au moment de la révision, il était plus que temps, parce qu'on était dans une directive qui nous donnait des données réglementaires qui étaient contraires à toutes les données de la biologie 30 ans après, et qui devenaient redoutables et pour la recherche et pour les animaux. Donc on est dans des systèmes très très évolutifs où il est très prudent d'être plutôt sur des consensus et des consensus capables d'évoluer. Alors quels animaux éligibles à la réhabilitation, en fait je ne sais pas trop quoi vous dire là-dessus, mais je vais essayer de vous livrer un certain nombre de réflexions et vous verrez qu'il y en a un certain nombre qui se croisent avec les positions et les éléments qui ont déjà été exposés par les orateurs précédents, parce qu'on est évidemment sur un sujet qui est commun, et donc le cadre réglementaire, il a été fort bien évoqué et fort bien balayé, et on est sur cette idée de mise en liberté et placement des animaux, avec déjà un certain nombre d'éléments. Bien entendu, cette première chose très importante, c'est que cette fois-ci, il existe un cadre réglementaire qui permet la pratique. Je rappelle que lorsque nous travaillions avec le GRA il y a quelques années, on était dans l'illégalité totale, et les inspecteurs vétérinaires étaient extrêmement ennuyés de savoir comment on pouvait gérer ces transferts, parce que sur le plan réglementaire, rien n'autorisait à sortir un animal d'expérimentation d'un laboratoire. Je rappelle qu'il y a aussi une autre difficulté administrative qui est non négligeable, qui est que pour les laboratoires publics, ces animaux sont des biens de l'État, et que la cession des biens de l'État n'est pas quelque chose de simple, et que pour l'instant, tous les animaux qui sont confiés à la réhabilitation sont confiés d'une manière quasi clandestine en réalité, et en dehors de toutes les règles du droit public. Mais je crois que c'est bien que de toute façon cette chose-là avance et qu'elle se fasse comme ça. Donc, vous voyez sur les éléments de la directive, on a des éléments réglementaires français, donc qui sont la traduction de la directive, avec un petit point de faisabilité que je voudrais souligner, qui est le fait que dans le cadre de la régionalisation, ce qui est précisé, c'est que les autorisations sont délivrées par le préfet du département et du lieu de placement. Alors, les animaux, ils sont sous la responsabilité du préfet de leur lieu d'hébergement dans l'établissement utilisateur. Donc là aussi, il y a encore un petit point réglementaire sur lequel on est aussi sur du bon usage, de la bonne pratique, de la bonne entente avec l'inspection vétérinaire, avec les gens de la DGAL, mais où on a déjà aussi une petite difficulté, puisque je souligne juste ces deux, trois petits points, puisque vous avez très bien exposé l'ensemble du cadre réglementaire, mais je crois qu'il faut savoir que dans le suivi du fonctionnement des laboratoires, les inspecteurs vétérinaires, qui généralement ne sont pas des spécialistes de l'expérimentation animale et de la recherche, qui ont des tâches considérables en matière de sécurité sanitaire, de sécurité publique, etc., sont souvent amenés à avoir une vision un petit peu rigide du fonctionnement des établissements et du sort des animaux. Et donc, ce sont des petits points sur lesquels il faut qu'on réfléchisse à établir justement des relations qui soient décontractées au niveau de la DGAL pour s'assurer qu'on n'aura pas d'obstacle dans ce domaine. Donc ça, sur la nécessité
de ces programmes de placement et de socialisation, fort bien, on l'a déjà expliqué. Alors le cadre social, on est dans quoi ici? On est dans une préoccupation sociale très mineure. Et la préoccupation sociale est très mineure, effectivement, lorsque on interroge le public sur l'expérimentation animale, en dehors de ceux qui s'en préoccupent dans le public, la majorité de la population est assez indifférente. Et il faut reconnaître que quantitativement, dans les rapports entre l'homme et l'animal, et y compris dans les rapports compliqués entre l'homme et l'animal, c'est une activité extrêmement mineure. On évoque 11 millions d'animaux par année utilisés dans l'Union européenne pour 480 millions d'habitants. Je vous rappelle que si un habitant de l'Europe a une espérance de vie de 80 ans, on utilisera dans sa vie l'équivalent d'une souris et demie ou de la moitié d'un rat, et on utilisera à peu près un primate pour 35 000 habitants. Je vous rappelle qu'on mange 10 milliards d'animaux. On a 100 millions d'animaux de compagnie. Et le sort des animaux de compagnie, nous sommes tous d'accord sur le fait que ce sont ceux que nous aimons, mais on peut aussi se poser des questions. On a 6 millions de chiens en France, il en est à peu près 6 millions chaque année. On sait bien qu'il n'y a pas d'euthanasie dans les refuges, mais il y a un petit problème d'arithmétique. Donc, ces rapports entre l'homme et l'animal, ils sont très compliqués parce qu'effectivement, on est face en particulier à une dimension, qui est cette dimension du vivant, de la génération, et qu'il y a ces éléments répétitifs, etc., les éléments dans la durée, etc. Donc, préoccupation mineure, mais très émotionnelle, et à juste titre, pour de nombreuses raisons, les raisons pour lesquelles l'expérimentation animale est remise en cause sont extrêmement nombreuses, ce n'est pas l'objet du débat. Et en tout cas, prenons bien en compte le fait qu'il existe des biais considérables concernant la sensibilité des espèces et la vision qu'en a le corps social, la communauté scientifique, les gens qui s'intéressent à la protection des animaux est assez confuse, parfois contradictoire, et qu'en tout cas, cette attitude de resocialisation, de réhabilitation, moi je dirais de réhumanisation, parce que c'est plutôt de replacement, de mon point de vue, dans un cadre plus classique des rapports entre l'homme et l'animal, en tout cas d'acceptabilité sociale, on en parlera pour les chiens tout à l'heure, vous verrez. C'est pas propre uniquement à l'expérimentation animale, ça a été évoqué à l'instant, hein. Vous l'aviez dit aussi, monsieur, les chevaux d'usage divers, hein, chevaux de parade par exemple, mais aussi là des chevaux de course ou de sport pour lesquels il existe des refuges et des animaux qui sont mis à la retraite. Ici on parle de maisons de retraite pour chevaux, donc vous voyez c'est une vision des choses dans lesquelles on a l'animal qui est un animal de sport ou d'usage, qui est considéré effectivement comme un animal au travail, et on peut se poser la question de savoir si l'animal de laboratoire n'est pas un animal également au travail, quelle que soit sa volonté, mais il n'est pas plus volontaire que le cheval de la garde républicaine, hein, surtout. Et d'ailleurs, il y a un poster qui discute de ce point-là, vous verrez, la vision sociologique de la position de l'animal dans le laboratoire, et en tout cas, vous voyez que ce problème se pose de la même manière pour d'autres utilisations des animaux au bénéfice de l'homme. Alors le cadre social, et ce qu'il ne faut pas faire. Et je crois que, non, mais c'est très intéressant, et je vais vous dire pourquoi c'est très intéressant. Parce que je suis la troisième personne à vous montrer cet élément. Tous les trois, on sort des éléments qui sont un peu différents. Et le dernier point qui est très important aussi, c'est que cette histoire, elle a une autre exemplarité qu'il faut vraiment souligner, qui est que, effectivement, c'est un article scandaleux. Hein, les chiennes ressauvées d'un laboratoire, il y a d'autres éléments, l'histoire des animaux hors calibre, on préfère les jeter plutôt que de les mettre en vente. Bien entendu, personne n'a fait allusion au fait que c'est ce modèle extraordinaire de chiens myopathes et que là, ce sont les frères et les sœurs des animaux atteints et ce sont donc les surplus de la reproduction qui pourraient être remis, bien sûr, comme un chien de compagnie. Vous l'expliquez fort bien, hein, quand ce sont des animaux jeunes, finalement, vous l'avez souligné à plusieurs reprises, volontairement ou pas, finalement, ces animaux de laboratoire, ils ont un degré de socialisation qui est enviable par rapport aux animaux de chenilles d'élevage à destination des animaux de compagnie, etc. Parce qu'il y a une obligation réglementaire, il y a un savoir-faire, il y a des relations homme-animal à l'intérieur du laboratoire qui sont extrêmement fortes. Donc, il y a du mensonge, et puis il y a un détournement, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Monsieur Van Vergem, je suis désolé, hein, c'est comme Raoul Gospersel, il faut l'avoir écouté plusieurs fois pour le prononcer, n'a jamais dit ça. N'a jamais dit ça. Donc,
le Graal, vous avez été roulé. Le président de la SPA locale a été roulé par un petit journaliste local qui a fait une petite pige. Et l'aura médiatique, l'effet médiatique du truc, ça a été zéro. C'est un truc qui n'a intéressé personne. Nous, au GIRCOR, on suit bien sûr ce qui se passe dans la presse. Quand quelque chose mord un petit peu, immédiatement, il y a 4, 5, 6 journaux, soit les petites feuilles de chou qu'on reprend dans le métro, soit des journaux plus importants, soit des sites informatiques qui reprennent, y compris quelquefois quand ce sont un peu des nanars. Et cette histoire était tellement grotesque qu'à ce point-là, plus personne aujourd'hui ne reprend un discours de ce type-là. Donc soyez rassurés, ce niveau de manipulation, il est ridicule et il ne touche personne. Et ça nous arrange bien. Alors, quelles espèces? On a beaucoup de types d'espèces différentes dans les laboratoires. Il y a les animaux à sang froid, il y en a beaucoup. Il y a de plus en plus de poissons, par exemple. On sait qu'il y a une explosion des modèles de poissons. Aujourd'hui, en dehors du fait que vous avez vu, il y a une forte action pour interdire de donner des poissons rouges gratuitement comme récompense dans les loteries des foires, des fêtes foraines. C'était l'actualité de ce matin, en tout cas celle que j'ai entendue à la radio. Personne ne se préoccupe beaucoup du sort des poissons et des batraciens. Et ce serait probablement d'ailleurs des animaux assez faciles à adopter, parce que là on voit bien que ces animaux ont, du point de vue pratique, une durée de vie limitée, qui demandent des environnements relativement faciles à mettre en œuvre et qui font des animaux de compagnie assez faciles à gérer dans un environnement familial. Les rongeurs, là on voit bien, on en a parlé un petit peu, je vais en dire aussi 2 mots. Il y a les animaux de rente. Les animaux de rente, on va voir les problèmes que ça pose. Il y a les animaux de compagnie, classiques en dehors des nattes. Ceux-là aussi, on va voir qu'il y a des avantages et il y a des inconvénients. Et c'est aussi intéressant à cette occasion de rediscuter des rapports homme-animal et en particulier de la place du chien, qui est quand même un monstre biologique absolument inimaginable, qui est issu des délires des rapports entre l'homme et l'animal des 150 dernières années, qui conduit à créer dans la même espèce des animaux qui pèsent en moyenne 1,2 kg et d'autres qui pèsent 90 kg, qui sont interféconds, d'avoir des espèces, des races dont on a dû interdire la reproduction, tellement les animaux sont anormaux, tordus, distordus, et dans lesquels les femelles mouraient systématiquement. Le bouddha français a été interdit à la reproduction parce que les femelles mouraient systématiquement au cours des mises bas. Et cependant, nous trouvons tous que le chien est par essence l'image de l'animal que l'homme aime et qui aime l'homme. Et cependant, c'est le pire monstre biologique que nous avons créé. C'est une horreur biologique. Les oiseaux, pas très facile, mais je sais que vous avez fait des choses. Il y a eu des choses de faites aussi, ici à Strasbourg. Il y a les espèces de la faune sauvage, et puis parmi celles-ci, les primates non humains. Et les primates non humains, dont le statut de rapport émotionnel avec l'homme est extrêmement fort et complexe pour de très nombreuses raisons. Il y a des raisons objectives qui sont liées à la complexité, à la richesse de son répertoire comportemental, social, etc. Et ses exigences écologiques considérables, au fait que c'est un déporté, il n'est pas du tout dans son environnement naturel ici, donc quel environnement naturel lui offrir? Et puis c'est un danger, c'est un animal dangereux dans la nature. En tout cas, on sait que dans un certain nombre de pays où on les a introduits, par exemple, on sait que pour l'île Maurice, c'est une catastrophe écologique que d'avoir des macaques crabiers en liberté dans l'île. Quand on interroge des associations de protection animale locale, de protection, je veux dire, de l'environnement local, elles ne rêvent que d'une chose, c'est l'éradication de la colonie qui ravage totalement l'ensemble de la biodiversité locale. Alors, les animaux à sang froid, ben voilà, il y a sûrement des choses à faire. Ce sera assez facile. Je ne pense pas que ni en termes de bien-être animal, ni en termes d'émotions sociales, qu'il ne faut pas prendre à la légère, parce que c'est quand même, ce sont des composants très importants de notre propre être social et de notre propre personnalité. Je ne pense pas que l'émotion soit forte autour d'eux. Je ne pense pas qu'ils constituent la première urgence, mais en tout cas, c'est sûrement un type d'espèce facile à gérer. Sauf peut-être pour les céphalopodes, parce que vous savez que l'histoire des céphalopodes est assez amusante. On a eu 2 histoires assez amusantes dans
discussion de la directive, on a eu l'histoire des crustacés, l'histoire des céphalopodes. Alors les céphalopodes, tout le monde est tombé d'accord sur le fait que c'est des animaux très émotionnels. Ça va devenir intéressant parce que pour des raisons de bouleversement des niches écologiques, il commence un certain nombre de ces particuliers des poulpes commencent à avoir des durées de vie plus longues qui leur permettent d'accumuler de la connaissance et de la transmettre à leur descendance, ce qui est une grande nouveauté biologique. Mais jusqu'à présent, ils avaient quand même un problème, c'est qu'ils ont une durée de vie très courte, qu'on en connaît très mal l'écologie, et que tout le monde a été d'accord sur le fait que ce sont des animaux émotionnels, parce qu'on travaille beaucoup sur cette dimension chez eux, mais qu'ensuite, quand on est arrivé au bout, on s'est rendu compte qu'on n'avait aucune recommandation à faire sur la biologie, sur les problèmes d'anesthésie, d'euthanasie, d'hébergement, etc. Et donc, pour l'instant, on est dans un vide juridique total en ce qui concerne les normes de ces animaux. Et bon, n'adoptez pas un poule, parce que je pense qu'il aura du mal à vivre chez vous. Problème des... Le problème des rongeurs. Le problème des rongeurs, on voit qu'on a un problème d'effectif très important. On a bien sûr un risque pour l'environnement, en tout cas un risque social pour l'environnement, à travers les animaux génétiquement modifiés. Donc, bien entendu, il est hors de question, et qui constitue aujourd'hui la majorité des rongeurs utilisés en expérimentation, donc il est bien entendu hors de question de les diffuser hors des laboratoires. D'ailleurs, vous savez que c'est un vrai problème parce que il existe des animaux génétiquement modifiés par transfert de gènes, alors non pas les animaux transgéniques, mais dans le cas d'essais de thérapie génique, et vous évoquiez les gens de Nantes, et on a eu un problème absolument ingérable avec les chiens qui avaient la morose de Leber et qu'on avait soignés donc, par transfert de gènes. Et bien entendu, c'est des animaux qui ont une durée de vie importante, qui ont été soignés de leur cécité et qu'on voulait rendre à une vie normale. Il n'y a pas de cadre juridique. Il y a un cadre juridique pour les OGM végétaux, parce qu'on était dans une hystérie sociale. On a bien compris que des patients humains qui seraient traités en thérapie génique, il faudrait bien qu'un jour ils sortent de la clinique, mais des animaux, personne n'y avait pensé. Et donc on ne savait pas absolument comment le faire. Alors ils contenaient un OGM, mais ils ne pouvaient pas le transmettre. Et alors je peux vous raconter que le nombre de discussions qu'il y a eu dans tous les comités ad hoc, ça a duré 4 ans quand même. Les chiens ont eu le temps de passer un bon moment à l'intérieur du laboratoire avant de pouvoir sortir. Donc, les animaux de rente. Les animaux de rente, il y en a beaucoup en laboratoire. Et ceux-là, quelle est leur bonne retraite? Parce que leur destin social, dans les rapports entre l'homme et l'animal, il est relativement médiocre. En général, ça finit effectivement en méchoui ou en côtelette ou non mais voilà, ce sont effectivement des lignées, des souches. Voilà, vraiment, ce sont des éléments de réflexion qui sont importants à avoir en tête. Alors, vous avez fait adopter des brebis, et c'est très bien. Et je vais vous dire, les gens de l'INRA, ils font ça. Ils laissent vieillir des animaux dans les champs, etc. Et ils sont tellement mal à l'aise sur cette affaire qu'ils ne savent pas comment faire pour faire sortir les animaux de chez eux. Parce qu'ils traînent par derrière une deuxième usage sociale très négative qui est l'agroalimentaire de masse, la production de masse, etc. Et donc c'est très difficile. Et puis, dans la maltraitance animale, dans le domaine de l'élevage, quand j'étais aux Journées animales et sociétés, je peux vous dire que les grandes associations de protection, le problème de la maltraitance dans l'élevage, volontaire ou involontaire, il y a énormément de maltraitance involontaire, en particulier dans les petites exploitations, où les gens vieillissent, peuvent s'occuper des animaux, etc. C'est un problème massif. Et socialement, il émerge assez peu. Vous voyez vraiment que les gens qui s'intéressent à la protection animale, qui connaissent même ces problèmes. En général, les gens ne savent même pas. On parle du problème du transport, des choses comme ça, mais il y a des tas de problèmes. Après, les animaux de compagnie. Bon, vous avez vu, vos chats, ça a l'air d'être très très bien. Les chiens, c'est du vrai faux bonheur. Qu'est-ce qui rend heureux un chien? Ce qui rend heureux les gens, c'est d'aimer un chien et de voir que ce chien est heureux avec eux. Mais quand vous évoquez le sort de ces chiens, alors c'est vrai qu'il y en a qui sont, pour des raisons techniques, dans le cadre d'une procédure qui sont maintenues à deux par cage, etc. Mais la réalité, et Karine Reynaud va vous l'expliquer sûrement avec brio tout à l'heure, la réalité c'est que le chien, c'est un chasseur en meute, grégaire, avec une structure sociale hiérarchisée. Et pourquoi il est terrorisé quand il sort? Vous avez dit qu'il a peur parce qu'il est dans un environnement trop protégé. C'est vrai, mais pas que ça. C'est que d'un coup, cet animal, qui vivait dans une structure sociale biologiquement cohérente, vous le foutez
face à un dominant d'une autre espèce qui n'a pas les mêmes phéromones, qui n'a pas les mêmes odeurs, qui n'a pas les mêmes rythmes de vie, et vous le déstructurez totalement sur le plan émotionnel. Et là, il y a un très très gros travail, très très compliqué à mettre en œuvre. Et soyez sûr que ça fait beaucoup de bien au corps social, aux êtres humains dans leur rapport avec l'animal, de faire cette démarche. Je suis moins convaincu que ce soit toujours un succès pour les animaux. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Hein. Mais je pense qu'il faut faire attention. Sur le cas des chevaux, eh ben, il y a les vrais faux amis. Et on sait effectivement qu'il y a eu des échecs d'adoption parce que ces chevaux de laboratoire, par exemple, sont des chevaux qui sont pas dressés. Et donc il y a aussi un problème d'adaptation sociale de ces chevaux à une autre fonction. Et est-ce que c'est mieux d'être un cheval de monte qu'un cheval dans un pré qui attend qu'on lui fasse une injection, un prélèvement tous les 3 mois, ou comme ça. Peut-être qu'il ne ferait rien du tout, ce serait encore mieux. D'ailleurs, là, bon, je crois qu'il faut il me disait Thierry qu'il fallait faire un hectare par cheval en moyenne. Il y aurait un moment où on aurait un petit problème de place. Et voilà. Alors la faune sauvage, très compliquée. Très compliquée. Les obstacles réglementaires, vous évoquiez le code de l'environnement. Le code de l'environnement est un sommet de faut pas, c'est interdit et il faut surtout qu'on parle. Et ça va à tel point que, pour vous citer un exemple du délire du domaine, que je siège dans le comité d'éthique du Muséum d'histoire naturelle, et moi j'y ai siégé un moment, et ils sont amenés à faire des études à la demande du ministère de l'Environnement et du ministère de la Santé sur les risques qui sont induits par les espèces sauvages d'origine exogène qui sont introduites accidentellement sur le territoire français. Et là, il y a un fameux écureuil rouge. Je pense que c'est l'écureuil rouge, mais l'écureuil rouge, en tout cas, ça a l'air de poser beaucoup de problèmes. Et l'écureuil rouge, il est, alors je ne sais plus si c'est celui-là ou si c'est celui à Rayures, il y en a un qui est dans l'est, il y en a un qui est dans le sud. Il est essentiellement sur la côte varoise et sur la côte des Alpes-Maritimes, entre la mer et l'autoroute. Et alors, anecdotiquement, aujourd'hui, la terreur de tous les gens qui font de l'épidémiologie et qui s'intéressent aux zoonoses, c'est qu'il y a un jour, l'autoroute soit coupée parce qu'il y aura une grève, par exemple, des gens qui prélèvent le péage, parce que le jour où l'autoroute arrêtera son trafic, les écureuils vont passer de l'autre côté et vont commencer à envahir la France. Hein. Comme dans les films de science-fiction. Non, parce que ça porte un certain nombre de saloperies qui peuvent être assez gênantes. Hein. Un certain nombre de virus en particulier qui seraient susceptibles de recombiner avec les virus d'autres espèces d'écureuils ou d'autres animaux endémiques français. Bon. Mais le code de l'environnement interdit, par exemple, totalement, si on veut suivre l'évolution de ces espèces, d'utiliser les animaux tués accidentellement par les chasseurs pour les études, ou même d'utiliser les animaux écrasés par une voiture sur une route. Vous devez obtenir une autorisation de prélèvement naturel pour cette espèce, pour aller prendre X animaux à tel endroit, etc. Il y a une étude exactement pareille dans le parc de Sceaux, dans la région parisienne, où on tue des animaux systématiquement alors qu'on en fout à la poubelle les dizaines qui sont écrasés tous les jours dans les rues de Sceaux autour du parc. Donc les primates non humains, ben, on a vu un petit peu, et on va toutes les difficultés qui se posent. Et il y en a en particulier une qui se pose en matière d'intérêt, qui est que, je veux dire, en matière matérielle, qui est que, bien sûr, une solution intéressante serait de les mettre dans des espaces de réserve du type de ce qu'on fait maintenant dans ces zoos qui sont intégrés avec des zoos paysagers, etc., où les animaux sont en liberté, et qui peuvent être des zones d'observation. Il se trouve que les primates de laboratoire ne sont pas des singes très très spectaculaires et très intéressants, et c'est terrible à dire, mais le public ne s'y intéresse pas. Donc, je vous dis les choses les plus désagréables possibles, parce que je crois que c'est important qu'on voit quels sont les différents obstacles auxquels on se heurte, qui rendent les choses difficiles. C'est vrai que vous travaillerez sur du chimpanzé, voilà, tout le monde se les arracherait à la sortie du laboratoire. Mais nous, on ne les prendrait pas dans les laboratoires pour des tas de raisons. Alors, après, on peut se poser, revenir sur cette question, savoir si on ne tombe pas terrible en silla, quoi. Les rongeurs de laboratoire, que va avec leur mieux-être?
à l'extérieur? Est-ce qu'ils vont être mieux comme animal de compagnie, comme Nat? Je dirais ni oui ni non, bien au contraire. Vraiment, le gain là-dessus, c'est un gain de longévité. C'est clair, du point de vue bien-être, il n'y en a pas, je pense pas. Les animaux de rente, ben là aussi, hein, là, ça dépend complètement du mode de réhabilitation. Qu'est-ce qu'on va en faire? Est-ce qu'on les met dans un environnement agricole? Est-ce qu'on en fait des animaux de compagnie? Le cochon de compagnie, on connaît l'histoire. Ça commence bien, mais c'est comme le pan, mais quand ça finit mal, ça finit très mal en général, parce que c'est un animal qui prend une dimension et qui pose des problèmes d'environnement considérables. Et les gens qui adoptent des animaux, adopter une brebis, adopter une chèvre, adopter un âne, voilà, on voit bien un petit peu, c'est relativement possible. Adopter un porc, ça devient quand même beaucoup plus compliqué, surtout si on regarde quelques années. Hein. Les petits carnivores, et ben voilà, on en a parlé, hein, les chiens, les chats, le cas des chevaux aussi. Qu'est-ce qu'on va leur offrir qui va être un mieux pour eux? Et comme je vous le disais, donc, pour les primates en humain, on a des exigences écologiques, des exigences sociales très complexes, très difficiles. N'oubliez pas en plus que la majorité des primates qui seront confiés à votre garde risquent d'être des animaux relativement âgés. Et que là aussi, c'est très compliqué. Et que peut-être qu'il y a d'autres solutions auxquelles ça vaut la peine de réfléchir, qui est de savoir si dans cette démarche de réhabilitation, il n'y a pas un moyen de trouver des éléments d'exploitation scientifique totalement non invasifs, justement, des éléments sur des éléments d'études sociologiques ou écologiques spécifiques à des sous-populations, par exemple d'animaux, de regroupement d'animaux âgés, d'animaux qui sont plus en âge de reproduction, d'animaux qui ont été déstructurés, restructurés, etc., sur lesquels effectivement, eh ben, c'est l'opportunité d'avoir un modèle spontané qui évite d'avoir à recréer ces modèles de manière spécifique et qui permet de poser des questions extrêmement intéressantes. Donc nous, qu'est-ce qu'on pense? On pense que cette mise à la retraite, cette réhabilitation, elle doit être menée sur des objectifs qui soient raisonnables. On l'a tous évoqué, on voit bien on ne peut pas imaginer, ça paraît très difficile sur 2 à 3 000 primates qui sont utilisés par année et on va en utiliser plus dans les années qui viennent pour il y a de réelles raisons. Les maladies émergentes, le développement d'épigénétique, le développement de la médecine personnalisée, le développement des maladies auto-immunes, etc. Il y a des tas de raisons d'évolution du contexte de la pathologie qui font que l'utilisation des primates est en augmentation. Et pas seulement comme du remplacement du chien par le macaque en tox, parce que les animaux tox, c'est quand même très très peu d'animaux. Donc, de toute façon, si vous prenez même une population comme les primates, qui, disons, serait de l'ordre de 2000 animaux, vous savez, s'il y en a 150, si on arrive à en avoir 150 par an à adopter, ça va vite devenir très très compliqué. Parce que c'est des animaux qui vivent une trentaine d'années. Donc, même si on les confie vers 20 ans, au bout de 10 ans, on va avoir quand même une colonie qui est considérable, qui va aller au-delà des 2 plus gros centres qui existent en France aujourd'hui, à Strasbourg et à Marseille, qui hébergent des animaux en semi-liberté. Donc ça veut dire, vous voyez, le type d'environnement et de moyens que ça demande. Alors beaucoup moins lourd, bien sûr, parce qu'on serait dans du parc de semi-liberté, mais la phase intermédiaire auquel vous pensez-vous, toute cette partie de la resocialisation, avec les essais et erreurs qui ne sont pas simples, parce que c'est des essais et erreurs qui ne pardonnent pas. Hein. Les 2 mauvais que vous mettez ensemble, il y en a un qui vous retrouvez mort 2 jours après. Hein. Et c'est pas le club tricot, les macaques. Donc c'est pas du tout des animaux faciles à manipuler, et parce que leurs pratiques sont effectivement des pratiques dans lesquelles il y a une violence très forte, et si les possibilités d'évitement n'existent pas, ou que les animaux sont trop faibles, etc., bah, ça se termine très très vite. Il faut que tout ça soit mené de manière très très rigoureuse au plan scientifique, au plan social, au plan économique. Il faut bien prévoir qu'à un moment, il va y avoir un effet d'accumulation et qu'en particulier sur les grandes espèces, ça va représenter des masses d'argent qui ne sont pas des grands budgets, mais qui sont des masses d'argent non négligeables. D'accord ? Je suis convaincu, nous sommes convaincus au GIRCOR, de ce que tout ça, ça doit passer par des médiateurs sociaux. Et les médiateurs sociaux, ce sont vraiment
Les associations du type du Graal ou d'autres qui pourront se créer, peu importe. En tout cas, le Graal, je trouve, est particulièrement bien placé et a vraiment fait déjà un travail tellement extraordinaire et tellement reconnu dans la communauté scientifique qu'il faut qu'il continue à tout prix. Les écoles vétérinaires doivent jouer un rôle très important aussi, parce qu'elles ont beaucoup de savoir-faire, parce qu'elles ont les environnements, et parce que également, en termes de médiation sociale, elles ont une image qui est très positive et très forte. Et donc c'est aussi très utile, parce que c'est finalement, dans l'image, et ben, c'est aussi finalement la recovery, enfin c'est la reconstitution un petit peu de l'animal fatigué et qu'on va rendre à une juste retraite en le sortant du laboratoire. Et bien sûr, nous souhaitons avoir un droit de regard et de contrôle sur le bien-être des animaux que nous confions parce que nous avons une éthique des rapports entre l'homme et l'animal qui est extrêmement stricte et qui n'est pas simplement une éthique imposée. Il faut quand même savoir que la règle des 3 R est issue de la communauté scientifique, que la communauté scientifique s'est astreinte à cette démarche éthique et qu'elle éprouve son miel non seulement en termes d'image sociale, non seulement en termes d'image de soi, c'est aussi très important, mais également en termes d'intérêt scientifique, parce que la bientraitance animale est une composante indispensable du succès de la recherche. Et puis bon, il faut bien sûr faire attention à ce que ça ne constitue pas le lieu des délires en termes émotionnels ou de conflits de disciplines scientifiques entre ceux qui vous disent c'est un problème de biologie, c'est un problème d'épigénétique, les autres qui vous disent c'est un problème d'éthologie, c'est un problème de comportement, etc. La guerre entre les comportementalistes et les éthologistes, les neurobiologistes, etc. Voilà, c'est un petit peu se calmer les trucs, se mettre autour des tables et puis partager nos savoir-faire. Et donc voilà, on est dans une situation où on balance entre un devoir moral et un cotère sur une jambe de bois. Quantitativement, c'est un cotère sur une jambe de bois. En termes de bien-être animal, la discussion reste extrêmement ouverte. Mais de toute façon, ce qui est clair, c'est que ça facilite le dialogue et la confiance entre le corps social et la communauté scientifique. C'est un avantage pour tout le monde. Le principal bénéfice pour l'animal, c'est qu'on est sur une survie prolongée. Tous les autres éléments sont moins évidents. Il y a des situations où c'est quand même évident que les animaux seront dans une meilleure vie, bien entendu. Dans l'ensemble, il y a un taux de succès très important de la démarche. Il y a beaucoup d'obstacles, des obstacles sociaux, des problèmes zootechniques graves, des problèmes éthologiques, des problèmes économiques et des problèmes environnementaux qu'il faut vraiment aborder de front. Il y a certaines composantes qui vont être très difficiles à maîtriser, la composante épigénétique en particulier, qui détermine un certain nombre de comportements des individus, et c'est vrai en particulier chez les primates, elle n'est pas très réversible, elle n'est même pas réversible du tout, parce que certains traits comportementaux et le changement d'environnement ne fera pas beaucoup changer les personnalités des animaux. Et puis, en gros, finalement, en dehors de certaines espèces, il y en a un certain nombre pour lesquels ça n'aura qu'une fonction symbolique, essentiellement au bénéfice de l'homme finalement. Si vous considérez bien ce qui se passe, il y a plus de profit pour l'homme que pour l'animal dans cette démarche. Mais c'est une démarche en tout cas que nous soutenons et que